Et si les bonheurs n'étaient pas une promesse à attendre, mais un risque à prendre? En 2023, aux éditions Guy Trédaniel, les auteurs japonais Ichiro Kishimi et Fumitake Koga publient Avoir le courage d'être heureux, un livre qui bouscule une idée confortable. Ce ne sont pas toujours les circonstances qui nous empêchent d'être heureux, mais parfois notre refus d'assumer pleinement notre liberté. Pour en discuter, je reçois Obed Futsi, étudiant en quatrième année de droit à l'Université protestante au Congo. Bonjour cher Obed, Bonjour Sheila. bienvenue dans Économie du livre. Vous avez choisi de parler de Avoir le courage d'être heureux, des auteurs japonais. Pourquoi ce choix? Eh bien, dans l'intitulé même de cet ouvrage, il y a quelque chose qui a attiré mon attention. C'est une question que je me suis posée à l'immédiat, celle de savoir en quoi, pour être heureux, on avait besoin d'être courageux. Dès la première page, on sent que les auteurs ne caressent pas les lecteurs dans le sens du poil. Qu'est-ce qu'ils remettent en cause en fait? Les auteurs, dans cet ouvrage, remettent en cause les méthodes classiques employées essentiellement dans l'éducation, mais aussi pour ceux qui conseillent les autres. Ils remettent en cause le fait de féliciter. Ils remettent en cause également le fait de réprimander. Les fêtes des félicités, comment ça? C'est-à-dire qu'ils estiment que la récompense n'est pas toujours de bonne aloi dans l'éducation, même dans le conseil, ni la réprimande d'ailleurs. Ok. Et ça, ils font ça dans leur livre dès l'entrée. Effectivement, parce que le livre est organisé sous forme d'un dialogue entre un jeune homme Mhm. et un philosophe. Ça, c'est une belle tournure. Si l'on prend au sérieux le message des auditeurs, qu'est-ce que ce livre nous appelle à transformer dans notre vie quotidienne? Ce livre met en exergue plusieurs idées qu'il conviendrait d'aborder séparément. Déjà, une pensée y ressort, c'est celle de la séparation des tâches. Il y a, cherchez là, ce que vous devez faire et ce que moi, je dois faire. Dans ce que vous devez faire, je ne dois pas poser des actes d'ingérence et je ne devrais pas non plus vous permettre de poser des actes d'ingérence dans ce qui me convient de faire. Et cela va de soi également avec la notion du respect. Le respect, c'est être conscient de l'individualité unique de chacun et l'accepter tel qu'il est. Et c'est dans ce cadre-là que chacun peut prétendre à un bonheur véritable. Ça, c'est plutôt vrai. Par contre, les auteurs insistent sur la responsabilité individuelle. Qu'en est-il? Les auteurs insistent sur la responsabilité individuelle parce que cet ouvrage met en lumière les idées portées par la psychologie adlérienne, la psychologie d'Alfred Adler. Et cette psychologie est aussi qualifiée de psychologie individuelle, en ce qu'il met l'individu au centre de son propre bonheur et acteur majeur des relations interpersonnelles qu'il peut entretenir avec les autres. Et comment cela se manifeste dans la vie quotidienne? Dans la vie quotidienne, cela se manifeste essentiellement dans l'éducation, dans le domaine éducatif, Mhm. mais aussi pour ceux à qui on demande un conseil. Les auteurs considèrent l'éducation et le conseil comme deux choses qui se ressemblent beaucoup, parce qu'au final, l'objectif à atteindre est l'autonomie, tant pour celui qui est éduqué que celui qui est conseillé. Et donc, c'est pour ça que le conseil est perçu comme une rééducation. Donc, il vous est appris à vivre avec les autres, à vous occuper des autres, à manifester à l'égard des autres une certaine empathie pour améliorer ce que les auteurs qualifient de relations interpersonnelles qui, dans le langage courant, ressemblent beaucoup aux relations humaines. Parlant de relations humaines, les auteurs en parlent vraiment de manière remarquable dans les livres. Quel rôle joue-t-elle dans la construction du bonheur? Eh bien, les rapports que l'on entretient avec les autres jouent un rôle prépondérant dans le bonheur qui est le nôtre. Comment? En effet, il n'y a pas que la quête d'autonomie qui nous intéresse. Nul ne peut construire son bonheur seul. Il est clair que le bonheur est un état d'esprit, mais il dépend aussi de l'harmonie qui habite les relations que nous entretenons avec les autres. Ça, c'est une évidence. Est-ce que vous pouvez illustrer cela par un exemple? Imaginons un éducateur qui se retrouve dans une salle de classe. Un éducateur dont l'éducation est le domaine de prédilection, dont l'éducation est la passion.
Il est clair que cet éducateur ne trouvera pas son bonheur si les idées qu'il cherche à transmettre à ses élèves ne sont pas portées par ces derniers, ne sont pas mises en pratique par ces derniers. Et la psychologie adlérienne propose des méthodes pour mieux entretenir le dialogue avec son prochain, notamment dans le milieu éducatif, parce que comme je vous l'ai présenté en luminaire, le livre est un dialogue entre un philosophe et un jeune homme. Et ce jeune homme est un éducateur. Est un éducateur qui a tenté de mettre en place dans sa classe les idées portées par la psychologie adlérienne. Et il n'a guère réussi à le faire. Par conséquent, il revient vers le philosophe pour lui balancer un peu au visage ses idées en disant que ces idées relèveraient du pur idéalisme. Cependant, dans son entretien, dans son dialogue avec le philosophe, il se rend compte qu'il avait tout simplement mal compris la psychologie adlérienne. Ça, c'est plutôt clair. En outre, dans le livre, je crois au bon milieu du livre, lorsqu'on lit, on remarque que les auteurs mettent en exergue les obstacles qui sont fréquents à l'atteinte du bonheur. Est-ce que vous pouvez placer un mot là-dessus? En effet, avant de placer un mot là-dessus, il faudrait déjà mettre la lumière sur ces obstacles. Il y a ce que l'on appelle le comportement problématique. Et c'est ce comportement problématique auquel se heurtent les personnes désireuses d'atteindre le bonheur ou de soigner leur relation avec leur vis-à-vis. Et ce comportement problématique a 5 étapes essentielles. Il y a le besoin d'admiration, la recherche de l'attention, la lutte de pouvoir, la vengeance et enfin la preuve d'incompétence. Tout cela, c'est dans l'objectif d'acquérir dans la société une place privilégiée, un besoin d'être considéré de manière toute particulière. Et tout cela peut constituer un barrage à qui souhaiterait maintenir une certaine harmonie dans ses rapports sociaux. Ça, c'est vrai. Place à la rubrique Qu'en pensez-vous? Tenez la phrase suivante. Le bonheur n'est pas quelque chose que l'on reçoit, mais quelque chose que l'on décide. Qu'en pensez-vous? Je partage cette affirmation pour la raison suivante. Le bonheur est en réalité un état d'esprit. Chacun décide, par son mode de vie, de vivre de manière heureuse, de construire son propre bonheur. Et donc par nos décisions, par les rapports que nous entretenons avec les autres, et aussi par ce que les auteurs ont qualifié de prière de sérénité, la conscience de ce que je peux faire, la conscience également de ce que je ne peux pas faire, et la sagesse de distinguer la différence entre les deux, nous permet d'acquérir toujours le bonheur véritable. Belle vie. Allons dans le contexte congolais. Comment cette compréhension du bonheur peut bousculer nos habitudes quotidiennes? Dans le contexte congolais, que j'aimerais bien généraliser, parce que le livre que j'ai lu porte, comme je l'avais rappelé, les idées de la psychologie adlérienne. Et cette psychologie essaye d'améliorer les rapports interpersonnels entre les individus. Et donc, ces idées ne s'appliqueraient pas seulement dans un contexte purement congolais, elles s'appliqueraient à toutes les relations humaines, quel que soit le temps, quel que soit l'espace. Mais si on essaie de contextualiser, comment ça peut bouger les choses? D'abord, les idées portées par Adler tendent à améliorer les rapports avec les autres. Améliorer les rapports avec les autres signifie être conscient et prendre le soin de s'inquiéter de ce qu'ils font. C'est quelque chose qui nous permet d'en savoir davantage sur eux et de comment entretenir nos rapports avec eux. Et à qui ces livres s'adressent-ils aujourd'hui? Aux étudiants, aux enseignants ou aux professionnels? Dans le contexte du livre, on pourrait penser que le livre ne s'adresserait qu'aux éducateurs. Mais en réalité, il s'adresse à toutes les couches sociales, à n'importe qui, même aux plus petits. Parce que ce livre met en exergue les rapports que l'on pourrait entretenir tant avec les enfants qu'avec les personnes adultes. Donc il s'adresse un peu à toutes les couches sociales puisqu'il s'agit des relations, comme je l'ai dit tout à l'heure, interpersonnelles. Et si quelqu'un nous suit en ce moment et se sent bloqué dans sa vie, quelle première responsabilité ces livres l'invitent-ils à assumer
concrètement? D'abord, il y a cette prière de sérénité que j'ai évoquée tantôt. La conscience de ce que je peux changer, la conscience également de ce que je ne peux changer, mais aussi la sagesse de faire la distinction entre les deux, constitue déjà un premier pas vers l'amélioration de sa situation de vie. Merci beaucoup, Obed, d'avoir accepté notre invitation dans Économie du livre. Ça en est fini, mesdames et messieurs. Je vous dis au revoir et à très bientôt.